ma santé mentale, ma priorité. Là, nous allons conclure sur le levier du bien-être émotionnel et psychologique en abordant les actions qui peuvent être prises pour prévenir le suicide. Et d'après les recommandations de l'OMS, on a 3 niveaux d'action. Il y a les interventions universelles, c'est-à-dire elles sont générales, applicables dans le concept général de tout le monde, toute la société. Et puis il y a les interventions sélectives, elles sont ciblées, elles s'orientent vers des groupes à risque ou les groupes vulnérables. Et enfin, les interventions dites indiquées ou personnalisées parce qu'elles vont s'adresser aux individus qui sont confrontés à un comportement suicidaire. Alors, quelles sont ces interventions? Au niveau des interventions universelles ou générales, il y a déjà les politiques de santé mentale. Ces choses s'adressent donc aux autorités politico-administratives de s'assurer que dans nos pays, nous avons des politiques, une politique dans chaque pays, une politique de santé mentale qui intègre tout ce que l'État peut faire pour promouvoir la santé mentale, prévenir les troubles mentaux et prendre en charge les personnes qui présentent des troubles mentaux. Il y a les politiques visant à réduire l'usage nocif de l'alcool. On sait déjà que normalement, on ne doit pas le vendre à n'importe qui. Normalement, l'alcool ne se vend pas aux mineurs. Mais malheureusement, dans nos pays, il se passe des choses dramatiques où aujourd'hui, vous voyez circuler des sachets accessibles partout où les gens sont en train de se faire mal en consommant de l'alcool. Il n'y a pas une régulation suffisante et efficace. Donc, ce sont ces choses-là, par exemple, parce qu'on a vu à quel point cette consommation d'alcool est un gros facteur de risque de suicide. Donc, ce sont ces choses-là qui peuvent être faites. Tout ce que l'État peut faire pour réguler la consommation d'alcool va contribuer à prévenir le suicide. L'accès aux soins de santé. On a vu que parfois, c'est des troubles, des maladies chroniques. Pas seulement des maladies psychiatriques, mais des maladies chroniques. Quelqu'un, par exemple, qui a un diabète qui est difficile à gérer, non stabilisé, mal pris en charge, il n'y a pas de ressources pour pouvoir se prendre en charge, mais cette personne peut finir par être fatiguée de la vie, se dire, bon, il vaut mieux que je m'en aille. Si on a l'accès aux soins et que les gens peuvent être bien pris en charge, stabiliser leur pathologie, ça va prévenir les suicides. Et on doit insister maintenant sur l'accès aux soins de santé mentale. Parce que, oui, dans beaucoup de situations de suicide aussi, il y a derrière des pathologies psychiatriques. Donc, l'accès aux soins en général et en particulier aux soins de santé mentale sont des éléments de prévention de suicide. Et ces choses sont au niveau des États, mais aussi au niveau des communautés, de la société civile. Donc, chacun peut apporter sa contribution à ces éléments pour faciliter l'accès aux soins. La restriction de l'accès aux moyens de se suicider, c'est un point important. Par exemple, les gens qui prennent des substances toxiques, les pesticides par exemple, ou les armes à feu, ou certains médicaments. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de régulation, par exemple, sur des médicaments psychotropes. N'importe qui peut aller en pharmacie, appeler le nom d'un médicament et en acheter. Ce qui est dangereux parce que des gens peuvent justement aller chercher un médicament pour se faire mal. Et quand je parle de pharmacie, malheureusement d'ailleurs, ce n'est pas seulement en pharmacie que ces médicaments sont accessibles. Elles sont dans les rues, elles sont dans les marchés et c'est un vrai danger. Là encore, responsabilité de nos États. Échanger avec les médias et les former pour un traitement judicieux et responsable des suicides ou des tentatives de suicide. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là malheureusement sous un certain angle parce que ça n'est pas toujours positif ce qui circule par rapport au suicide. Mais c'est aussi important, les médias formels classiques, de sensibiliser les gens, de les former pour qu'ils comprennent que la façon dont ils communiquent sur les suicides peut être à risque. C'est important de ne pas banaliser le suicide, de ne pas mépriser non plus quelqu'un qui a fait une tentative, de ne pas accuser. Il est important de prendre au sérieux. Ne pas normaliser le suicide, ne pas penser que c'est normal, ne pas le banaliser et ne pas accuser. Le suicide est un problème grave de santé publique et c'est bon que les gens soient formés en cela. Favoriser les compétences socio-émotionnelles chez les adolescents. On voit que les adolescents sont parfois lassés à eux-mêmes, ils ont des défis énormes. Ici, compétences socio-émotionnelles, c'est par exemple leur apprendre à identifier leurs propres émotions. Donc, ça, c'est des trucs à faire de façon continue, dans plusieurs creuser. Les écoles peuvent contribuer, mais aussi, une fois encore, différents acteurs
peuvent aider en commençant par la famille. Donc, aider les adolescents à comprendre leurs propres émotions, leur apprendre les éléments de maîtrise de soi, de gestion de stress, de résolution de problèmes quand ils sont face aux défis, de prise de décision, des éléments dans la sociabilité, la coopération ou la résolution de conflits, autant de choses qui leur permettent d'avoir un certain équilibre et face aux défis, de ne pas faire recours à ce qui paraît une solution facile, bien sûr très très douloureuse et difficile pour ces jeunes et adolescents. C'est important et très important de faire régresser la stigmatisation et les tabous autour des troubles mentaux et des suicides. Quand on en fait un tabou, quand on critique les gens, quand on insulte les gens, quand on méprise les gens, quand on les stigmatise parce que soit ils ont des troubles mentaux, soit parce qu'ils ont des comportements suicidaires, on ne fait pas du bien parce que ces personnes risquent de s'enfermer et on va découvrir après qu'ils se sont donné la mort et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que nous ne leur avons pas donné l'occasion de partager leur peine et de se faire aider. Voilà pour les interventions universelles et générales. Le deuxième lot d'interventions, ce sont les interventions ciblées, sélectives. Ici, ce sont des interventions spécifiques qui vont s'adresser à des groupes connus comme vulnérables ou des groupes à risque. En particulier, par exemple, les minorités dans des sociétés, les prisonniers, les survivants de maltraitance ou les survivants des gens qui ont fait un suicide dans leur famille, leur entourage, et les personnes vivant avec des maladies chroniques, par exemple le VIH ou le diabète, c'est autant de personnes pour lesquelles on devrait, une fois encore, et l'État, et la société, et le privé, avoir des programmes qui les aident à pouvoir faire face à leurs défis, comprendre la situation et chercher des moyens pour s'adapter au mieux. Et enfin, les interventions indiquées ou personnalisées, c'est tout ce qu'on peut faire pour identifier précocement une personne qui a des conduites suicidaires, évaluer cette personne, la prendre en charge et assurer son suivi. Nous retenons que quand on parle de ces facteurs, les interventions pour la prévention, le suicide est un phénomène multidimensionnel et implique la participation de tous les secteurs de la société. Cela n'est pas sans rappeler que la psychiatrie et la santé mentale sont une affaire trop sérieuse pour être confiée seulement aux psychiatres. Psychiatrie et santé mentale, vous pouvez voir que ce n'est pas seulement l'affaire des psychiatres, tout le monde peut y contribuer. Avançons en parlant de prévention de suicide et cette fois-ci sous l'angle du bien-être émotionnel et psychologique. Nous avons parlé la dernière fois de la déclaration de mission. Votre déclaration de mission, c'est votre boussole de vie, c'est ce qui dirige vos choix. Et votre déclaration de mission, c'est aussi votre ancre, sur à quoi vous vous accrochez en temps de tempête, de doute ou face aux distractions. Alors, quand tu as ta mission de vie, c'est clair pour toi. Ça veut dire que tu sais où tu vas. Le premier scénario, c'est que tu sais où tu vas et quand tu évalues, tu te rends compte que tu vas dans la bonne direction. Tu sais même que tu as déjà atteint certains objectifs. Quand quelqu'un se retrouve dans cette situation, c'est quelqu'un qui est satisfait de sa vie et qui veut bien continuer. On est là chez quelqu'un qui a un bien-être émotionnel et psychologique au point, et c'est clair que cette personne ne va pas être effleurée par des idées de suicide. Mais le deuxième scénario, c'est peut-être que, oui, tu sais, ta mission de vie. Mais quand tu évalues, tu vois que tu es loin de ça. Tu as l'impression que tu es tellement si loin de ta mission sur la terre. Tu es découragé, déprimé. Tu as envie de laisser tomber et parfois même de te laisser tomber toi-même. Donc, tu es rempli d'idées te faisant croire que non, ma vie n'a pas de sens, elle n'aboutit à rien, je ne sais pas à quoi je sers ici. Bien-aimé, cher ami, si vous avez déjà identifié votre mission de vie, en fait, qu'est-ce qu'il y a à faire en ce moment-là? En ce moment où vous êtes fatigué, découragé, vous n'avez envie de rien, vous avez envie de laisser tomber, même vous pensez à la mort, c'est le moment de lever vos yeux vers cet objectif. Et vous vous rendrez compte que je suis l'un de mon objectif, mais alors, la seule façon de m'en approcher, ce n'est pas de mourir, mais justement de continuer à avancer malgré tout. Il se peut qu'en ce moment-là, vous avez besoin d'une pause, que vous avez besoin qu'on vous assiste, que vous avez besoin qu'on vous soutienne. Et c'est là que, si vous avez essayé vous-même et que ça ne prend pas, vous pouvez demander de l'aide. Demander de l'aide commence par vous ouvrir, en parler avec une personne de confiance,
ça peut être un proche, ça peut être un leader religieux, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être aussi un professionnel de santé mentale. Il est important de noter que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, nous pouvons tomber. Et la Bible dit d'ailleurs dans Proverbe, le chapitre 24, le verset 16, « 7 fois le juste tombe et il se relève. » Tomber n'est pas un problème. C'est quelque chose qui arrive. Quelqu'un qui marche, quelqu'un qui avance, il peut avoir des chutes, mais c'est important de se relever. Et quand on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, il faut demander de l'aide. Nous allons conclure. En faisant la synthèse de tout ce que nous avons vu parlant de suicide, le suicide est évitable. Il existe des facteurs de risque et des facteurs de protection contre le suicide. Les personnes qui ont un comportement suicidaire sont en détresse et ont besoin d'être soutenues, aidées, tant par les proches que par les professionnels de santé. Il ne faut surtout ni banaliser ni stigmatiser un comportement suicidaire. Développer son bien-être émotionnel et psychologique est un bon remède contre les comportements suicidaires. Je vous invite à une bonne pratique pour aujourd'hui. Une bonne pratique pour aujourd'hui. Tu es peut-être en lutte avec des comportements suicidaires. Je t'invite à en parler avec une personne de confiance si tu ne l'as pas encore fait. Ne garde pas ça pour toi seul. Parle-en avec quelqu'un. Accepte de te faire aider par un professionnel de santé mentale si tu constates que la situation ne s'améliore pas malgré tes efforts et l'aide de tes proches. Il y a une vie précieuse. Il y a une mission que tu vas accomplir. Ne lâche pas. Peut-être que tu connais une personne qui a des comportements suicidaires. Ce que tu peux faire pour l'aider, c'est poser un acte pour lui montrer que tu la comprends et que tu veux l'assister. Pose un acte qui lui montre qu'elle est importante et tu as besoin d'elle et que vous avez encore besoin d'elle avec nous sur la terre. Et encourage cette personne à rechercher de l'aide auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. Je veux nous demander tous une chose à l'instant même, parmi les bonnes pratiques pour aujourd'hui, c'est de répéter à haute voix votre déclaration de mission. Maintenant même là, répétez à haute voix. Si c'était moi, donc je dirais, je suis un agent de changement pour le bien-être physique, mental, social et spirituel de chaque personne et pour l'épanouissement des couples et des familles. Alors, je t'invite aussi à répéter ta mission de vie maintenant, ta déclaration de mission de vie à haute voix. Si il se fait que peut-être tu n'as pas encore rédigé, tu peux prendre ce moment maintenant, te calmer encore, faire le point, élaborer, rédiger ta déclaration de mission et la répéter à haute voix maintenant même. Et enfin, il se peut aussi que quand je parle de déclaration de mission de vie, tu ne vois pas de quoi il s'agit. Je vais t'inviter alors à regarder notre vidéo, la 8e, sur le sens et le but de la vie. Tu vas comprendre un peu mieux de quoi il s'agit et je vais t'inviter à prendre le temps d'écrire ta déclaration de mission et prendre action. On aura ainsi fini avec le deuxième levier pour notre bien-être, le levier du bien-être émotionnel et psychologique. Prochainement, nous parlerons du levier du bien-être social. Je vous remercie une fois encore pour votre fidélité à notre chaîne. Merci parce que vous êtes abonné ou vous allez le faire maintenant. Et merci parce que vous continuez à partager nos vidéos avec vos contacts. En le faisant, vous êtes avec nous, acteurs pour la promotion de la santé mentale et du bien-être. Souvenez-vous toujours, la psychiatrie et la santé mentale, ce n'est pas pour les fous. Merci beaucoup.